Nous publions aujourd'hui notre second rapport annuel Redresser le cap, relancer la transition. Ce rapport s'inscrit dans la loi énergie-climat. Il évalue si la stratégie nationale du gouvernement en matière de climat est cohérente avec les objectifs fixés. Et je vais donc aujourd'hui faire le point sur l'évolution des gaz à effet de serre en France et sur les politiques climatiques mises en place par le gouvernement. On constate que la mobilisation des pouvoirs publics en France est visible et croissante, mais que concrètement, il y a peu d'avancées dans l'année qui vient de s'écouler. Parmi les points positifs, on note bien des progrès dans la gouvernance, à commencer par la loi énergie-climat elle-même, la réponse du gouvernement à notre rapport 2019 qui inclut l'annonce de feuilles de route allouant des budgets carbone par ministère, et le développement de l'approche du budget vert qui doit être mise en œuvre sur le prochain projet de loi de finances. Néanmoins, l'évaluation des lois et des politiques en regard du climat n'a pas progressé. C'est un sujet sur lequel le HCC avait émis des recommandations l'an dernier et publié un rapport spécial en décembre 2019. Les annonces faites au cours de l'année écoulée, comme celles des feuilles de route de chaque ministère que je viens de mentionner, sont toujours en attente d'être mises en œuvre. Et la redevabilité du gouvernement sur les politiques publiques reste faible. Et le pilotage de la stratégie nationale bas carbone manque de fermeté. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle, n'a pas progressé non plus en 2019. Les émissions de la France ont diminué de 0,9 %, ce qui est similaire aux années précédentes, alors que la France avait raté son premier budget de carbone sur la période 2015-2018. 0,9 %, c'est loin des 3 % attendus dès 2025. La baisse en émissions doit donc tripler d'ici 2025. Les 4 grands secteurs émetteurs en France sont le transport, responsable de 30 % des émissions, suivi des 3 secteurs de l'agriculture, le secteur du bâtiment et le secteur de l'industrie, responsables pour chacun de 18 à 19 % des émissions. Tous ont dépassé leur allocation sur le premier budget carbone. Et le rythme de baisse des émissions est trop faible et les transformations structurelles ne sont pas engagées dans aucun des 4 secteurs les plus émetteurs. En 2020, à cause des mesures de confinement durant la pandémie du COVID-19, nous verrons une baisse des émissions. Cette baisse est temporaire, elle est marginale par rapport aux efforts à accomplir et surtout, elle n'engage pas les changements structurels dont nous avons besoin. Rien n'a changé durant le confinement. Nous avons les mêmes voitures, les mêmes routes, les mêmes systèmes de chauffage et les mêmes industries. Les décisions qui seront prises dans les semaines et les mois à venir pour soutenir la reprise économique auront un impact énorme sur les émissions en France et la capacité de la France à répondre à ses engagements climatiques. C'est pour ça que la principale recommandation de notre rapport concerne le plan de reprise. C'est de bannir tout soutien au secteur carboné du plan de reprise et de l'orienter le plus possible sur des mesures efficaces pour la baisse des émissions. Il faut insérer le plan de reprise dans les limites du climat et non l'inverse. Les premières dispositions du gouvernement dans le plan de reprise ne vont pas dans le sens de nos recommandations. Les premières mesures de sortie de crise en France ont été principalement tournées vers des secteurs très émetteurs de l'automobile et de l'aviation, sans conditionnalité ferme concernant leur évolution vers une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques. Les dispositions sont peu contraignantes et n'incluent pas de mesures d'évaluation. À l'inverse, le profil du plan de reprise envisagé pour l'automne doit s'insérer dans une trajectoire bas carbone tout en étant évalué, piloté et suivi dans son ensemble. Ce plan de reprise sera la mesure réelle de l'attention portée au climat par le gouvernement. Beaucoup de mesures de sortie de crise sont compatibles avec les objectifs climat. Nous en avons identifié plusieurs en basant notre analyse sur la rapidité
à laquelle les mesures peuvent être mises en place, très important en sortie de crise, sur leur effet direct et indirect sur les émissions, la création d'emplois associés et finalement les bénéfices en termes de bien-être. La rénovation énergétique des bâtiments a des bénéfices sous tous les angles et pourrait être un point fort pro-climat du plan de reprise. Le transport, c'est le seul secteur dont les émissions ont augmenté depuis 30 ans. Le plan de reprise s'est focalisé jusqu'à présent sur le secteur automobile. Il doit maintenant redresser l'équilibre en faisant aussi des investissements dans les transports publics et les infrastructures de mobilité douce. Pour l'industrie manufacturière et la construction, les mesures de soutien pourraient viser l'efficacité énergétique et l'électrification, ainsi que la recherche et le développement des procédés industriels bas carbone. Dans le secteur de l'agriculture et des terres, il s'agit de préserver et augmenter le stockage de carbone dans les sols cultivés, les prairies, les zones humides et de développer les protéines végétales. Finalement, de notre analyse ressort aussi les mesures soutenant le déploiement des énergies renouvelables. Dans la deuxième moitié de notre rapport, nous avons regardé plus en détail deux aspects transversaux, soit le rôle des régions et la transition juste. Les régions ont un rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Elles doivent jouer un rôle d'impulsion sur les territoires. Le climat doit devenir un cadre de référence de l'action publique au niveau de la région comme ailleurs. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des régions soulignent la diversité des défis. Dans notre rapport, nous montrons que les émissions provenant des transports sont élevées partout. Celles des bâtiments sont homogènes sur l'ensemble de la France, malgré les différences de climat. Les émissions provenant de l'agriculture et de l'industrie ont les plus fortes disparités régionales. Vu les enjeux différents, en pratique, ça veut dire que les objectifs nationaux doivent être déclinés différemment suivant les spécificités régionales. Le dernier aspect que nous avons abordé est celui de la transition juste. La transition juste est un enjeu central des politiques publiques car elle touche aux questions de vulnérabilité, d'emploi, de bien-être qui peuvent être un frein à la mise en œuvre des politiques climatiques. La transition juste est perçue différemment selon les personnes, selon l'emphase qui est mise sur l'économie, sur la justice sociale ou sur la démocratie. Ce foisonnement de perception appelle à un engagement le plus large possible de la population dans la transition bas carbone. La Convention citoyenne pour le climat s'inscrit dans cette perspective et est une initiative remarquable à valoriser. Elle démontre que des personnes d'horizons géographiques, sociaux, politiques et culturels si différents peuvent pleinement percevoir l'urgence climatique et converger en quelques mois sur de nombreuses propositions d'envergure pour le climat et la justice sociale. Ceci dit, l'État reste le garant de la mise en œuvre des politiques climatiques et de leur équité, ainsi que de l'atteinte des objectifs climatiques de la France. Pour faire son travail, l'État doit composer avec une défiance globale envers les institutions. Pour accélérer les mesures et assurer le succès des objectifs, la transition juste est un enjeu politique qui appelle une redevabilité exemplaire de l'État. Pour terminer, je rappelle que le réchauffement climatique continue de s'aggraver. L'année 2019 a été la plus chaude pour la température de surface en Europe et a été marquée par 2 vagues de chaleur et une sécheresse exceptionnelle en France. C'est pourquoi nous devons redresser le cap et relancer la transition bas carbone.